Sébastien Bailly me dit, je ne trouve pas logique le choix de Luis Enrique de sortir ces deux flèches lors d'un coup lors du Classico et ainsi de se priver de potentiels espaces dans le dos des Marseillais sur contre-attaque. T'en penses quoi? Bah, je pense que comme tout le monde, je me suis dit ça. Effectivement, je me suis dit, mais tu vas forcément plus subir en n'ayant pas ces deux joueurs qui forcément captent l'attention des défenseurs marseillais, et ça va permettre à toute l'équipe de Marseille de se projeter beaucoup plus vers l'avant. Après, comme je l'ai dit dans une question tout à l'heure, la passe D d'Asensio à Ramos a validé son choix. Alors soit c'est un très grand coach, soit sur ce coup-là il a eu du pot. Il est évident que si Marseille avait égalisé, on aurait pu critiquer ce choix. Aymeric Levionnois, après une carrière de journaliste sportif comme la tienne et les affinités que tu as pu développer avec chacun, combien ton répertoire téléphonique compte-t-il de contacts liés au foot et au sport en général, joueurs, entraîneurs, moins d'une vingtaine, car tu as fait le tri pour ne conserver que les gens sincères, ou plus d'une centaine? Je ne demande pas à citer le nom, merci. Moins de 100 et plus de 20, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pas parce que tu as le numéro dans un répertoire que tu l'appelles tout le temps. J'ai le numéro de virage, je l'appelle jamais. Mon seul lien avec le football aujourd'hui, c'est Marc Keller, puisque, comme je l'ai souvent dit, c'est mon meilleur ami et on s'appelle plusieurs fois par semaine. Éric Gauthier me dit, penses-tu que toutes ces manifestations anti-Blouco pourraient pousser Marc Keller à tout laisser tomber, ou pour toi, y a-t-il une deadline qui l'incitera à le faire? Alors, la manifestation anti-Blouco avant le match contre Rennes, il faut savoir qu'il y avait 200 Pékin, hein, donc c'est même pas représentatif des gens qui vont au stade. C'est les meneurs des Ultra Boys qui ont décidé ce combat médiéval à mort ridicule, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris que sans l'argent de Blouco, Strasbourg aurait eu d'énormes difficultés à conserver ses joueurs, d'abord dès cette saison et puis dans les saisons à venir, et que l'ambition du sportif du club aurait été largement amputée. Puis vous savez ce qu'on dit, hein, les chiens aboient, la caravane passe. Je pense que Marc Keller en a pas grand-chose à cirer de ces 200 abrutis qui se croient malins. Après, tout ce que je constate aussi, c'est que après la grande banderole anti-Blouco au début du match, la Méno a comme toujours été derrière son équipe pendant 90 minutes, et qu'à l'arrivée, c'est ça qui compte. Geoffrey Hanoff me dit, question Top Spin 2K25. À part Federer, avec quel joueur vas-tu jouer et pourquoi? Bah, d'abord, je ne sais pas encore exactement quel joueur il va y avoir, quel joueur on va pouvoir acquérir au fil du temps. J'ai vu qu'il y avait Carlos Alcaraz, j'adore Alcaraz, parce que je pense c'est le joueur le plus créatif du circuit. Sinner est extraordinaire, mais Sinner il n'est pas créatif. C'est un roc. Sinner c'est de la solidité. Alcaraz est moins solide, mais il a des fulgurances plus incroyables que Sinner. Alexandre Nadalojo me dit, si tu devais citer un joueur de tennis dont tu adorais le jeu, mais qui n'a pas fait une carrière aussi grande que son talent lui aurait permis, en dehors de Lecomte, quel joueur te viendrait à l'esprit? Bah, le joueur qui serait venu à l'esprit, c'est Lecomte, évidemment. Évidemment, parce que c'était... j'ai eu la chance, parce que j'étais encore valide, de jouer un peu avec Henri, et c'était extraordinaire de l'avoir en face de soi. Et le problème d'Henri, c'est qu'il avait un bras de numéro 1 mondial et un dos de joueur de 3e série. Et voilà, quoi. Donc, c'est ça le problème. Sinon, dans les joueurs
Là, je pense que Dimitrov, même s'il fait une très très belle fin de carrière en ce moment, n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Je pense qu'il a été plombé aussi par le fait d'être appelé Baby Federer, à juste titre d'ailleurs, mais que c'est vraiment un talent qui aurait mérité plus de succès. Jean-David Bedel me dit, avec les technologies actuelles, ce que nous sommes capables de faire, comment expliques-tu qu'en 2024, nous n'ayons pas un jeu de foot digne de ce nom? Je parle aussi bien de gameplay que de graphisme et de licence, le tout dans un seul jeu qui défierait toute concurrence. Je pense que pour ma part, qu'il s'agit souvent de droits et d'argent. Ah, c'est-à-dire, si les droits... si les droits coûtent si cher, c'est au détriment du jeu, c'est pas bien. J'avoue que je joue plus à FC 24, même pas parce que je suis fâché avec eux, puisque j'ai gagné mon procès contre eux, mais parce que ce jeu n'a aucun intérêt et qu'il y a trop de buts, c'est impossible de défendre, et ça me saoule. Ça me saoule de faire des 5-4, des 4-3, je trouve que ça n'a pas... c'est pas du foot, quoi. Il y avait un jeu qui avait pas de licence et qui était extraordinaire, c'était PES, qui a été pour moi le meilleur joueur de foot, le meilleur jeu de foot de la création. Malheureusement, Konami a fait des choix de faire un jeu payant qu'il a rayé de la carte c'est dommage, c'est dommage. Jean-David Bedel me dit, quel est selon toi le plus beau et impressionnant stade dans lequel tu t'es assis, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs en Europe? Alors moi j'adore la Méno, pas uniquement parce que c'est à Strasbourg, mais parce que j'aime pas les stades elliptiques. J'aime les stades rectangulaires. Je trouve que c'est plus le foot. Et le plus beau stade dans lequel j'ai jamais été, c'est celui de Tottenham, le nouveau, qui est juste invraisemblable. Lucas Giannini me dit, les résultats de l'équipe de France sur les 2 matchs amicaux sont-ils de nature à t'inquiéter? On entend énormément de critiques alors que ce sont que des matchs amicaux. Ton avis sur ça? Bah, c'est-à-dire que quand tu vois la prestation de Mbappé contre le Chili, tu te demandes pourquoi il a joué, et pourquoi il a joué 90 minutes. Voilà, c'est... je l'ai dit, beaucoup de gens l'ont mal compris, j'ai dit que je ne comprenais pas qu'il y ait une trêve internationale au mois de mars. Voilà, il y avait la CAN, et il aurait été bien plus judicieux de faire une coupure internationale pour les équipes européennes pendant la CAN. Ça aurait permis aux clubs de ne pas jouer pendant que leurs joueurs africains étaient manquants. Et voilà, et c'était... ça aurait été bien plus efficace. Après, si au mois de mars, il y a des matchs éliminatoires, là c'est des matchs éliminatoires. Mais aller coller 2 matchs amicaux, alors que tous les joueurs sont engagés dans des compétitions européennes et ont la tête ailleurs, après il est évident que le match était beaucoup plus important pour l'Allemagne que pour la France. Mais voilà, non, je m'inquiète pas plus que ça. Lucas Giannini encore me dit, dans tes dernières vidéos, tu as cité plusieurs fois Valérie Pécresse comme étant quelqu'un que tu connais et apprécies beaucoup. Peux-tu nous expliquer l'origine de cette relation? Bah, la Baule. Voilà. On s'est rencontrés dans un restaurant à la Baule. Le même d'ailleurs où j'ai rencontré ma femme. Donc, un restaurant très important pour moi. Et voilà, et je me suis immédiatement formidablement entendu avec elle et avec son mari Jérôme, qui est un mec extrêmement drôle et tout à fait délicieux. Voilà, elle est venue me voir quand je suis sorti de greffe, et puis à chaque fois qu'il s'arrive à la Baule, il m'appelle, on se voit. C'est un grand plaisir de parler avec elle, et pas forcément que de politique, hein, même si on en parle évidemment. Voilà, donc voilà, je suis fier de dire que je suis son ami, et j'en ai pas grand chose à cirer de ceux qui trouvent pas ça bien. Pierre Carton me dit, Luis Enrique est un sac homme qui globalement casse bien les pieds aux médias, ne pas dire autre chose, espère toujours vers Mbappé à Paris l'an prochain. Y crois-tu? Moi pas trop. Ah bah j'y crois encore moins depuis le
le match à Marseille où là je pense que Mbappé on a ras-le-bol de Luis Enrique, à juste titre d'ailleurs, même si je comprends les choix de Luis Enrique, mais tu peux pas dire 2 jours avant dans une interview que t'espères qu'il reste et le sortir à la 65e minute, alors qu'on sait que Mbappé est le prototype même du joueur qui peut être nul pendant 80 minutes et te marquer 2 buts dans les 10 minutes qui restent. C'est le propre des grands attaquants, ça. Voilà. Après, je pense aussi que la préparation de la demi-finale contre Rennes a bon dos, mais que de toute façon, Luis Enrique a trouvé un joujou avec les médias et qui va continuer à comment dirais-je, à jouer avec eux jusqu'au bout. Maintenant, faudra pas non plus que Mbappé pète un plomb, parce que de toute façon, si Mbappé pète un plomb, il aura forcément tort. Jean-David Bedel me dit, que penses-tu de Gilles Verdez? Est-ce que comme lui, une reconversion dans une émission autre que le foot pourrait t'intéresser? Non, laissez-moi tranquille avec les reconversions, quoi que ce soit. Là, je suis concentré sur ma santé qui n'est pas bonne depuis 1 mois avec le virus que j'ai et les 2 opérations que j'ai subies au mois de mars. Là, je suis vraiment pas en forme. Là. Je pense que vous l'entendez à ma voix et à ma toux. Gilles, je l'ai bien connu puisqu'on était ensemble à l'équipe et qu'on a suivi le PSG ensemble. On n'était pas toujours d'accord sur tout, mais c'est toujours quelqu'un qui a été très gentil avec moi. Et je l'aime bien, même si effectivement parfois ses prises de position dans TPMP me font un peu halluciner. Mais je pense aussi qu'il joue un rôle et que finalement il l'endosse avec pas mal de courage, quoi. Voilà un face à Pierrot un petit peu plus court que d'habitude, parce que d'abord, comme vous pouvez l'entendre, je suis quand même dans une forme moyenne, et puis que dès mercredi, on se retrouvera pour débriefer les 2 demi-finales de Ligue des Champions, de Coupe de France. Voilà, le pouce, on s'abonne. Je vais m'allonger, je vous embrasse. Bye bye.